Nous savons déjà qu'il existe des puits très profonds, comme le puits d'Osiris. La base de la Grande Pyramide, la chambre souterraine, se situe à 30 mètres verticalement sous sa base. La Grande Pyramide se dresse depuis des millénaires. Les scientifiques pensaient tout savoir d'elle. Ils se trompaient. Sous la pierre se cache une chambre secrète encore inconnue de l'histoire. Et si la pyramide n'avait jamais été un tombeau? Et si ce site avait été construit pour dissimuler quelque chose de bien plus terrifiant? Suivez-nous dans cette exploration du mystère qui réécrit l'histoire de l'humanité. Un scan qui a tout changé. L'équipe est arrivée à Gizeh avec du matériel conçu pour les relevés géologiques de routine. Le genre d'intervention effectuée tous les 2 ou 3 ans pour contrôler la stabilité des structures, vérifier les dégâts d'eau et évaluer l'impact du climat désertique sur les pierres millénaires. Rien dans ce projet ne laissait présager une découverte inhabituelle. La Grande Pyramide avait été scannée, étudiée et mesurée plus que toute autre structure sur Terre. Chaque pierre répertoriée, chaque chambre cartographiée, chaque théorie sur sa construction débattue pendant des siècles. Mais la science progresse, la technologie se perfectionne et parfois, observer la même chose avec de meilleurs outils révèle ce qui a toujours été là, mais invisible. L'imagerie thermique a débuté le long de la face nord. Nous avons analysé les blocs de calcaire afin de détecter d'éventuelles variations de température, pouvant indiquer des dommages internes ou des infiltrations d'humidité. Il s'agissait d'une procédure standard pour les monuments anciens, visant à déceler les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Puis, les relevés ont cessé d'être cohérents. Des signatures thermiques provenaient des profondeurs des fondations. Non pas la chaleur superficielle du soleil réchauffant la pierre durant la journée, mais une chaleur constante émanant d'un endroit situé très en dessous, un endroit qui aurait dû être froid, sombre et géologiquement inerte depuis des milliers d'années. Le calcaire scellé ne génère pas de chaleur. Elle absorbe lentement la lumière du soleil pendant la journée et la libère progressivement la nuit, créant des profils thermiques prévisibles que les archéologues et les géologues connaissent parfaitement. Mais ces signatures étaient différentes. Elles étaient stables, localisées et provenaient de zones où aucune chambre n'était connue, des endroits qui, d'après toutes les cartes et tous les relevés, devraient être constitués de roches-mères. L'équipe a relancé les analyses, vérifié le bon fonctionnement du matériel, recalibré les capteurs et les résultats sont revenus identiques. Quelque chose sous la pyramide produisait de l'énergie thermique dont les profils ne correspondaient pas à l'absorption de la lumière solaire. Ce n'est pas d'origine géologique, car le substratum rocheux de cette région est thermiquement stable. Ce n'est pas non plus d'origine moderne, car il n'y a ni canalisation, ni câble, ni infrastructure à proximité de la source détectée. Dès que l'équipe a compris que la chaleur ne provenait d'aucun processus connu, le projet a cessé d'être routinier pour prendre une toute autre tournure, l'enquête sur un phénomène qui ne devrait pas exister. Et plus ils approfondissaient leurs recherches, plus les données devenaient troublantes. La chaleur n'était pas aléatoire, mais organisée, pulsant selon des rythmes suggérant une régulation plutôt qu'une dégradation. Ce qui indiquait qu'une activité subsistait sous la pyramide depuis très longtemps. La chambre souterraine n'était pas le fond. Tout étudiant en archéologie apprend l'existence des 3 espaces principaux à l'intérieur de la Grande Pyramide. La chambre du roi, située tout en haut au centre, la chambre de la reine, plus bas, et la chambre souterraine, creusée dans la roche-mère, bien en dessous de la base. Cette dernière a toujours été considérée comme un ajout tardif, une fosse grossière et inachevée que les bâtisseurs auraient soi-disant abandonnée au début de la construction. Trop rudimentaire et instable pour servir de sépulture digne de ce nom, la structure a été repensée et construite en hauteur. Pendant plus d'1 siècle, les archéologues ont supposé que cette chambre constituait le point le plus bas de la pyramide, son socle absolu. Rien d'autre que de la roche massive en dessous, s'étendant jusqu'au plateau. Mais les hypothèses ne sont fiables que jusqu'à ce que des technologies plus performantes les contredisent. Lorsque l'équipe a utilisé la tomographie muonique, une technique qui exploite les rayons cosmiques pour cartographier les variations de densité à l'intérieur de structures massives, elle s'attendait à confirmer ce que tout le monde savait déjà. De la pierre massive, des chambres vides. Rien d'étonnant. Pourtant, les analyses ont révélé des cavités de faible densité sous la chambre souterraine,
Des espaces où la pierre aurait dû être dense et intacte, mais qui se sont avérés creux, organisés et structurés d'une manière que l'érosion naturelle ne permet pas. Il ne s'agissait ni de fissures ni de tunnels effondrés. C'étaient des espaces délibérément creusés ou formés, existant sous ce qui était censé être les fondations de la pyramide. Cette découverte a provoqué un véritable choc au sein de la communauté scientifique. Car si la chambre souterraine n'était pas la base, alors tout ce qui avait été construit au-dessus prenait un tout autre sens. Ce n'étaient pas les fondations de la pyramide, mais un couvercle. Pourquoi les bâtisseurs antiques ont-ils donné tant de mal pour creuser des chambres profondément dans la roche et ériger ensuite la structure mégalithique la plus précise de l'histoire directement par-dessus? À moins qu'ils n'aient pas construit un tombeau, mais scellé quelque chose qui existait déjà. Les données muoniques révélèrent des passages descendant encore plus profondément, des angles et des alignements correspondant à la géométrie de la pyramide, comme si ce qui se trouvait en dessous avait dicté la conception de ce qui était construit au-dessus. Et plus les analyses étaient profondes, plus les relevés devenaient étranges, car les cavités n'étaient pas vides. Elles étaient remplies d'une substance absorbant les muons différemment de l'air, de l'eau ou de la pierre. Une substance dense mais non solide, réfléchissante mais non métallique, une substance qui ne devrait pas exister sous un monument vieux de 4 ans. Le plus troublant était que les chambres les plus profondes n'étaient pas froides et inertes comme le reste du substratum rocheux. Elles présentaient des variations de température au sein de la roche. Ces anomalies thermiques étaient déjà étranges en soi. Mais lorsque l'équipe a installé des capteurs de surveillance continue, elle a découvert quelque chose de bien plus inquiétant. La chaleur n'était pas constante. Le cycle était régulier. Toutes les 12 heures, la température dans les cavités les plus profondes augmentait légèrement, puis diminuait. Un schéma si régulier qu'il pouvait être mesuré à la minute près. Et ce rythme n'avait rien à voir avec le jour et la nuit. Il était synchronisé avec un tout autre phénomène. La rotation du champ magnétique terrestre. Au départ, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'une coïncidence. Les roches ne réagissent pas aux champs magnétiques en produisant de la chaleur. Mais lorsqu'ils ont recoupé les données avec celles des observatoires géomagnétiques du monde entier, la corrélation était indéniable. À chaque variation du champ magnétique terrestre au cours de son cycle quotidien naturel, les chambres situées sous la pyramide réagissaient et cette réaction n'était pas aléatoire. Elle était prévisible, mécanique, comme si la structure était accordée pour réagir à des fréquences spécifiques. Ce type de comportement existe dans la nature. Certains cristaux et minéraux présentent des propriétés piezoélectriques, c'est-à-dire qu'ils génèrent une charge électrique lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique ou à une fluctuation magnétique. Le quartz en est un bon exemple. Le granit aussi, dans certaines conditions. Mais le socle rocheux de Gizeh est du calcaire, qui n'est pas une roche poreuse. Et même si c'était le cas, les réponses électrostatiques naturelles ne produisent pas de cycle thermique organisé. Elles produisent un potentiel électrique diffus qui se dissipe presque instantanément. Ce que les capteurs détectaient était bien plus complexe. La pyramide ne générait pas d'électricité statique aléatoire. Elle fonctionnait comme un récepteur passif, absorbant l'énergie du champ magnétique terrestre et la canalisant vers le bas, dans les cavités situées en dessous. Les implications de ce phénomène étaient stupéfiantes. Car si la pyramide était conçue pour interagir avec les rythmes magnétiques planétaires, alors elle n'avait pas été construite comme un tombeau. Elle avait été construite comme une machine, ou plus précisément comme un élément d'un système antérieur à toute technologie égyptienne connue. Les ingénieurs ont commencé à modéliser la structure à partir des données des capteurs, traçant les trajets de l'énergie à travers la pierre. Leur découverte correspondait presque parfaitement à la géométrie interne. La grande galerie, la chambre du roi, les passages descendants, tout était aligné de manière à concentrer et diriger l'énergie électromagnétique vers le bas. La pyramide ne pointait pas vers les étoiles, mais vers le sol. Et ce qu'elle désignait réagissait encore après des milliers d'années, ce qui soulevait une question que personne n'osait poser à voix haute. Si la pyramide était conçue pour réguler ou supprimer quelque chose en dessous, que se passerait-il si cette régulation échouait? Et surtout,
Que se passerait-il si quelqu'un tentait de creuser pour découvrir ce qu'elle protégeait? Des traces d'énergie et non d'inhumation. Lorsque les archéologues obtinrent enfin l'autorisation de forer d'étroits puits d'exploration dans les cavités inférieures, ils s'attendaient à trouver du vide, peut-être des marques d'outils anciens, ou encore des indices expliquant l'abandon des chambres. Ce qu'ils ont rapporté, en revanche, ce sont des échantillons qui n'auraient pas dû se trouver dans une tombe. La pierre entourant les chambres les plus profondes n'était pas seulement chaude. Elle était brûlée, noircie par endroits, comme exposée à une chaleur extrême, bien au-delà de ce que des torches ou des lampes à huile pouvaient produire. Le genre de dégâts thermiques qui nécessitent une exposition prolongée à une température élevée. Mais plus inquiétant encore que les marques de brûlure était le magnétisme. Des fragments de calcaire prélevés au niveau le plus bas accessible se sont révélés fortement magnétiques, ce qui est anormal pour du calcaire. Une roche sédimentaire composée de carbonate de calcium comprimé et d'anciens organismes marins qui ne contiennent aucun minéral magnétique. Pourtant, les échantillons extraits de sous la pyramide ont enregistré des champs magnétiques suffisamment puissants pour dévier les aiguilles des boussoles. La structure moléculaire de la pierre avait été fondamentalement altérée, et cette altération n'était pas naturelle. Des particules étrangères à la pierre étaient mêlées à celle-ci, des fragments microscopiques d'un matériau cristallin non originaire d'Égypte, ne correspondant à aucun gisement minéral connu de la région. Observées au microscope électronique, ces particules présentaient des structures cristallines géométriques trop uniformes pour être d'origine naturelle. Il ne s'agissait ni de pierres précieuses, ni d'incrustations décoratives. Elles étaient incrustées dans la roche, fusionnées au calcaire, comme si elles avaient été en fusion, puis rapidement refroidies. Leur répartition géographique suggérait une origine plus profonde, et non un apport de la surface. L'analyse en laboratoire révéla un phénomène encore plus étrange. Les particules cristallines présentaient encore une faible radioactivité, non dangereuse, mais nettement supérieure au rayonnement de fond, et leur taux de décroissance laissait supposer que l'exposition avait eu lieu il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Il ne s'agissait pas de la preuve de l'existence d'une chambre funéraire, mais de celle d'un événement énergétique ayant libéré suffisamment de chaleur et de force électromagnétique pour modifier durablement la géologie environnante. Or, la pyramide avait été construite directement sur le site de l'explosion. Aucune technologie égyptienne connue n'aurait pu produire de tels effets. Les outils basses de l'âge du bronze et les ciseaux en cuivre ne génèrent pas de champs magnétiques. Les lampes à huile ne brûlent pas le calcaire. Et les bâtisseurs de tombes antiques ne travaillaient pas avec des matériaux cristallins radioactifs. Les preuves pointaient vers autre chose, quelque chose que les Égyptiens avaient découvert plutôt que créé. Quelque chose qu'ils avaient trouvé déjà enfoui dans le plateau et qu'ils avaient jugé plus sûr de ne pas retirer, mais d'enfouir sous terre. La plus grande structure que l'humanité puisse construire, ce qui signifiait que la pyramide n'était pas un monument à la gloire d'un roi. Il s'agissait d'un système de confinement, une géométrie orientée vers le bas. Les architectes ont étudié la géométrie interne de la Grande Pyramide pendant des siècles, s'émerveillant de la précision de la Grande Galerie, des relations mathématiques entre les chambres, de l'alignement avec les points cardinaux à quelques fractions de degrés près. Mais la plupart des analyses se sont concentrées sur ce vers quoi pointait cette géométrie. Les étoiles, l'horizon, les phénomènes célestes. Considérer la pyramide comme une structure conçue pour s'élever vers les cieux est une hypothèse simple, hypothèse que les nouvelles données ont contraint les chercheurs à revoir complètement. En cartographiant les flux énergétiques détectés par les capteurs et en les superposant au plan structurel de la pyramide, les ingénieurs ont découvert une configuration jusque-là invisible. Chaque élément interne majeur était orienté non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur et vers le bas. La Grande Galerie, longtemps perçue comme un passage ascendant cérémoniel, était inclinée de manière à canaliser l'énergie électromagnétique vers le bas si la structure fonctionnait comme un guide d'ondes. Ces murs en encorbellement créaient une chambre de résonance amplifiant certaines fréquences. La chambre du roi, située au centre de gravité de la pyramide, se trouvait directement au-dessus de la cavité la plus profonde détectée, reliée par une ligne verticale d'une telle précision que des mesures laser modernes
ont révélé un écart inférieur à 2 cm sur plus de 60 mètres de pierres massives. Même les conduites et sentiers d'aération, étroits canaux que les égyptologues considéraient comme des passages symboliques pour l'âme du pharaon, s'alignaient parfaitement avec les axes magnétiques traversant le socle rocheux, comme s'il ne s'agissait pas de simples systèmes de ventilation, mais de véritables conduits. Les modèles informatiques élaborés à partir des données des capteurs ont montré que l'énergie circulait dans la pyramide comme l'eau dans un barrage, provenant de l'atmosphère et du champ magnétique terrestre, traversant les chambres internes et se concentrant en un faisceau focalisé, dirigé directement vers l'anomalie sphérique détectée en profondeur. La pyramide n'émettait pas d'énergie. Elle l'absorbait et la dirigeait, fonctionnant comme un régulateur ou un système d'amortissement massif. Plus les modèles absorbaient d'énergie, plus les relevés provenant de la structure souterraine étaient stables. Il ne s'agissait pas d'une architecture conçue pour le culte ou la sépulture, mais d'une construction destinée à contenir. Chaque angle, chaque chambre, chaque tonne de calcaire avait été placée dans le but de créer une enveloppe stabilisatrice autour de ce qu'il fallait contrôler. Et si la pyramide était une enveloppe, alors ce qu'elle était censée contenir était toujours à l'intérieur, toujours actif, toujours soumis aux mêmes forces qu'au cours des millénaires précédents. Les Égyptiens n'avaient pas construit un tombeau, mais une prison. Et ceux qui s'y trouvaient étaient encore vivants. La découverte sous le socle rocheux. La décision de procéder à des fouilles plus profondes fut controversée. De nombreux archéologues estimaient que l'intervention était trop invasive, trop risquée, et que certaines questions devaient rester sans réponse par respect pour l'importance historique du site. Mais les données étaient trop convaincantes pour être ignorées. Et les financements provenaient de sources moins soucieuses de préserver le mystère que de comprendre ce qui se trouvait réellement sous terre. Un radar à synthèse d'ouverture à pénétration profonde a été déployé sur l'ensemble du plateau de Gizeh. Cette technologie, initialement développée pour les levées miniers et les applications militaires, permettait de cartographier les structures souterraines jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les acquisitions prenaient des semaines et le traitement des données des mois. Lorsque les images finales furent générées, l'équipe resta silencieuse, car ce que le radar révélait était incompatible avec la géologie naturelle et les constructions anciennes. Bien en dessous de la pyramide, plus profondément que les chambres connues, plus profondément que le socle rocheux lui-même, se trouvait une sphère, une structure parfaitement sphérique d'environ 30 mètres de diamètre, suspendue dans une cavité ne présentant aucune trace d'outil, aucune marque de fouille, aucun indice quant à son origine. Sa surface réfléchissait les signaux radars d'une manière que la pierre ne le fait pas. Le signal de retour était net, uniforme et hautement réfléchissant, semblable à celui du métal poli ou de matériaux cristallins artificiels qui ne devraient pas exister à cette profondeur. À cette époque, et quel que soit le contexte historique, la position de la sphère n'était pas fortuite. Elle se trouvait directement sous le sommet de la pyramide, alignée avec le canal énergétique vertical qui traversait la chambre du roi et la chambre souterraine, comme si la pyramide entière avait été construite autour de ce point focal unique. Les études géologiques de la roche environnante ont révélé un fait encore plus troublant. La cavité contenant la sphère était plus ancienne que la pyramide, plus ancienne que l'Égypte dynastique, plus ancienne que toute civilisation humaine connue dans la région. La datation au carbone 14 de matières organiques piégées dans des fractures près de la cavité suggère que l'espace était scellé depuis au moins 1201, voire beaucoup plus longtemps. Cela signifie que la sphère était enfouie dans le plateau bien avant les premiers pharaons, bien avant les premières villes, bien avant l'histoire écrite. Les Égyptiens ne l'avaient pas placée là. Ils l'avaient trouvée, et leur réaction avait été de construire l'édifice le plus durable de l'histoire de l'humanité directement dessus. Mais pourquoi construire une pyramide par-dessus quelque chose si ce n'est pour le contenir? Et quel genre d'objet reste intact et fonctionnel après avoir passé plus de 10 ans sous terre? Le pool qui ne devrait pas exister. Les capteurs magnétiques fonctionnaient sans interruption depuis 3 semaines. Disposés en grille autour de la pyramide, ils enregistraient des données à chaque seconde. Les scientifiques s'attendaient à du bruit de fond, peut-être à des interférences de la ville. Ce qu'ils obtinrent était totalement incompréhensible. Il y avait une impulsion. Elle se répétait toutes les 11 secondes,
11,3 secondes exactement, sans cesse, jour et nuit. Elle ne s'arrêtait jamais. Son rythme restait immuable. Elle ne manquait jamais une seule impulsion. Au départ, l'équipe a cru que leur équipement était défectueux. Ils ont remplacé les capteurs. L'impulsion persistait. Ils ont fait venir de nouvelles machines de 3 pays différents. Toutes ont détecté la même chose. Une fluctuation magnétique rythmique provenant des profondeurs de la pyramide, non pas des chambres internes, mais du socle rocheux lui-même. Le géophysicien en chef l'a comparé à un battement de cœur. Au sens propre, pas au sens figuré. Le rythme correspondait aux contractions et au relâchement d'un cœur biologique. L'intensité magnétique augmenta, atteignit un pic, puis diminua, suivi d'une période de repos avant de recommencer. La forme d'onde était identique à un électrocardiogramme, mais il ne s'agissait pas d'un être vivant. C'était impossible. L'impulsion provenait de centaines de mètres sous terre, de l'intérieur de la roche, d'un endroit où aucune forme de vie ne pouvait survivre. Il n'y avait ni oxygène, ni eau, ni aucune matière organique. Puis, un événement encore plus étrange se produisit. Une nuit, une puissante tempête solaire frappa la Terre. Des perturbations magnétiques se propagèrent à travers la planète. Les boussoles se sont emballées. Les signaux radio ont cessé. Les satellites ont temporairement perdu la communication et l'impulsion sous la pyramide a changé. Pendant 6 heures, elle s'est accélérée. L'intervalle de 11 secondes est passé à 9 secondes. L'intensité a doublé. Les capteurs ont failli être saturés par la puissance du signal. Puis, à mesure que la tempête solaire s'estompait, l'impulsion et cette masse est lentement revenue à son rythme normal, comme un rythme cardiaque qui retrouve son niveau de base. Après cet effort, l'objet réagissait à l'énergie extérieure. L'équipe a effectué des tests. Ils installèrent des générateurs de champs électromagnétiques à la surface, d'abord de petite taille. Lorsqu'ils les mirent en marche, l'impulsion changea de nouveau. De subtils décalages temporels, de légères augmentations d'intensité. L'objet s'adaptait, réagissait, comme s'il était conscient de ce qui se passait au-dessus de lui. Un scientifique suggéra qu'ils étaient témoins d'une boucle de rétroaction. L'objet n'émettait pas seulement de l'énergie, il la recevait, la traitait et en renvoyait une autre. Comme une conversation menée par impulsion magnétique plutôt que par des mots. Ils coupèrent immédiatement les générateurs. Mais le mal était fait. À présent, ils connaissaient la vérité. Ce qui était enfoui sous la grande pyramide n'était ni une roche, ni un fossile, ni une relique antique se décomposant lentement dans l'obscurité. C'était actif, c'était à l'écoute. Et cela durait depuis des millénaires. Les bâtisseurs ne l'avaient bien pas créé. Les résultats de datation arrivèrent un jeudi matin. Pendant près d'1 heure, le silence régna. On fixait les documents, les chiffres, cette chronologie impossible qui s'offrait à leurs yeux. Les échantillons de calcaire fondu prélevés autour de l'objet sphérique étaient d'un âge inconcevable. La structure cristalline portait des traces de dommages thermiques datant d'environ 3201. Cette date n'était ni une supposition, ni une estimation. 3 laboratoires distincts, situés dans 3 pays différents, l'ont confirmé indépendamment en utilisant des méthodes de datation différentes. 3201. La Grande Pyramide a été construite il y a environ 400-500 ans. Tout le monde était d'accord là-dessus. Les documents historiques étaient clairs. Les preuves archéologiques étaient accablantes. Le pharaon Khufu ordonna sa construction sous la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Les égyptologues avaient passé plus d'1 siècle à établir cette chronologie, mais l'objet qui la sous-tendait était 7 fois plus ancien. Cela signifiait que les Égyptiens ne l'avaient maintenant pas placé là. C'était impossible. Leur civilisation n'existait pas encore. Lorsque cette sphère fut enfouie, lorsque le calcaire fondit autour d'elle, lorsqu'un événement catastrophique se produisit sur le plateau de Gizeh des milliers d'années avant même que la première pyramide ne soit conçue, avant l'agriculture, avant l'écriture, avant toute trace écrite de l'histoire humaine, l'équipe commença à tout envisager différemment. La précision de la construction de la pyramide prit soudain tout son sens. L'alignement avec le nord géographique,
précis à un cinquième de degré près. Les conduits internes pointant vers des étoiles spécifiques. Le poids colossal de 2 millions de blocs de pierre exerçant une pression exacte à cet endroit précis. Rien de tout cela n'était lié à la religion, à l'ego ou à l'hommage rendu aux morts. C'était de l'ingénierie de confinement. Les Égyptiens avaient découvert quelque chose sous la roche, quelque chose de dangereux, de puissant, qu'ils ne pouvaient ni expliquer ni contrôler. Au lieu de tenter de l'exhumer ou de le détruire, ils l'ont enfoui plus profondément. Ils l'ont scellé sous la structure la plus massive qu'ils pouvaient construire. La pyramide n'était pas un temple, c'était un couvercle. Partout où l'équipe a cherché, les preuves le confirmaient. La chambre souterraine, que l'on croyait inachevée, semblait désormais intentionnelle. Elle était positionnée directement au-dessus de la sphère. Le passage descendant y menait droit, puis s'arrêtait, comme si les bâtisseurs savaient précisément jusqu'où ils pouvaient aller sans danger. La grande galerie, avec son plafond à encorbellement imposant, n'avait rien d'ornemental. Son angle et sa position canalisaient l'énergie vers le bas, à travers la roche-mère. La prétendue chambre du roi, avec ses murs de granit et son sarcophage vide, n'était pas une sépulture. C'était un contrepoids, un point de pression. Un élément d'un système conçu pour maintenir une substance comprimée sous des millions de tonnes de pierre. Soudain, les textes anciens semblaient moins mythologiques. Des récits de mondes anciens et de choses enfouies dans la terre qu'il ne fallait pas déranger. Les Égyptiens n'avaient que peu écrit sur les raisons de la construction de la pyramide. Ce silence était peut-être intentionnel. Certains secrets étaient peut-être trop dangereux à consigner, expliquant ainsi son scellement. La roche entourant la sphère racontait une histoire violente. Une histoire inscrite dans la pierre fondue et la roche-mère fracturée, que les scientifiques commençaient tout juste à déchiffrer. Les géologues ont identifié 3 couches distinctes de dommages. La couche la plus interne présentait les traces d'une exposition à la chaleur extrême dépassant les 1 degré Celsius. Une chaleur suffisante pour transformer le calcaire en verre, pour vaporiser l'eau instantanément et pour faire fondre le métal. Ces dégâts étaient les plus anciens, remontant à 3201, à un événement dont aucun être humain n'a été témoin. La seconde couche présentait des fractures, des fissures rayonnant vers l'extérieur selon un motif parfait, comme une explosion figée dans la pierre. La force déployée aurait fracassé la roche-mère sur des centaines de mètres dans toutes les directions. L'analyse sismique suggérait une libération d'énergie équivalente à la détonation simultanée de plusieurs tonnes d'explosifs. Ces dégâts étaient légèrement plus récents, datant d'environ 2801. La troisième couche était différente. Elle portait des traces d'intervention humaine délibérées, marquées d'outils, rainures creusées, indices de construction. Des blocs de calcaire étaient positionnés intentionnellement. Cette couche était égyptienne, vieille de 400-500 ans, soit de l'époque même de la construction de la pyramide. Le schéma était clair. La sphère avait connu 2 dysfonctionnements. D'abord, il y a 3201, une libération d'énergie massive s'était produite, une chaleur intense capable de faire fondre la roche et de transformer le sable en verre. Quelle que soit la nature de cette sphère, elle s'était activée, avait dysfonctionné ou avait été endommagée. Le résultat fut si catastrophique qu'il laissa des cicatrices indélébiles dans la roche. Puis, 40 ans plus tard, le même scénario se reproduisit. Une nouvelle rupture, plus de fractures, moins de chaleur cette fois, mais toujours dangereuse, toujours incontrôlable, toujours capable de tout détruire aux alentours. Après ce second événement, quelqu'un décida que trop c'était trop. Attendre une 3e catastrophe était hors de question. La sphère était inamovible. Trop grande, trop profonde, trop intégrée au socle rocheux. La détruire était tout aussi impensable. Nul ne savait ce qui se produirait en cas de tentative. La briser risquait de déclencher précisément ce qu'ils redoutaient. Alors, ils construisirent la pyramide. L'alignement était crucial. Le nord géographique n'avait rien de symbolique. Le champ magnétique terrestre s'étend du nord au sud. L'orientation de la pyramide l'ancrait dans ce champ.
La structure agissait comme un stabilisateur, permettant d'intégrer l'énergie de la sphère au système électromagnétique naturel de la planète, au lieu de la laisser s'accumuler et exploser à nouveau. Les chambres internes n'étaient pas disposées de manière aléatoire. Ils formèrent un conduit. L'énergie remontant de la sphère atteignait d'abord la chambre souterraine, puis la chambre de la reine, ensuite la grande galerie, et enfin la chambre du roi. Chaque niveau était conçu pour absorber, rediriger et dissiper la force. Le poids colossal de la pyramide exerçait une pression constante sur la sphère. Elle était constituée de 2 millions de blocs de calcaire, pesant chacun entre 2 et 15 tonnes. Toute cette pression se concentrait en un point profondément sous terre, le maintenant comprimé, stabilisé, l'empêchant de jamais libérer à nouveau son énergie. C'était une cage de géométrie et de pierre qui avait parfaitement fonctionné pendant 4 ans. Dans la pièce toujours active, le problème a commencé par un détail insignifiant, facile à négliger. Un ordinateur portable refusait de se synchroniser correctement. Une radio captait des parasites rythmés. 11 secondes de bruit. Le silence. Puis 11 secondes de plus. Toujours le même schéma. Puis les problèmes s'aggravèrent, devenant plus difficiles à ignorer. Les instruments à l'intérieur des chambres inférieures de la pyramide commencèrent à afficher des lectures étranges. Les boussoles tournaient lentement en rond au lieu d'indiquer le nord. Des capteurs électromagnétiques ont présenté des pics inexpliqués. Des pixels morts sont apparus sur différents appareils photo selon des schémas identiques. Le matériel fonctionnait parfaitement à l'extérieur de la pyramide, puis cessait de fonctionner dès qu'il était approché à moins de 15 mètres du passage descendant. Une chercheuse a remarqué que sa montre reculait pendant exactement 11 secondes, puis revenait à l'heure. Elle a d'abord cru qu'elle était cassée, puis le même phénomène s'est produit chez 3 autres personnes. Un autre scientifique a vu la batterie de son téléphone se décharger complètement en quelques minutes, puis se recharger toute seule, sans être branchée. Le pourcentage chutait à 0, puis remontait à 100%. La sphère ne se contentait plus de pulser, elle se synchronisait. Tout appareil électronique approché de la pyramide se calait sur son rythme. Les appareils se verrouillaient sur le cycle de 11 secondes, comme des radios qui captent une émission. Certains puisaient de l'énergie en elle, d'autres lui en injectaient. La sphère créait un champ adaptatif actif qui réagissait à la technologie d'une manière qui semblait impossible. L'équipe a utilisé du matériel blindé, des capteurs de qualité militaire conçus pour résister aux interférences électromagnétiques. Eux aussi ont échoué. En quelques heures, ils pulsaient en parfaite synchronisation avec tout le reste. Le blindage n'a rien changé. Quel que soit le signal émis par la sphère, ils traversaient le métal, le plastique et le béton comme s'ils étaient invisibles. Puis, le signal changea. Pendant 4 semaines, l'impulsion était restée parfaitement constante, à 11,3 secondes, sans la moindre variation. Mais le Dix-9, et jours après sa découverte, elle se décala. L'intervalle chuta à 10,9 secondes, pendant seulement 3 heures. Puis, tout revint à la normale, comme si de rien n'était. Personne n'avait rien touché. Personne n'avait activé de nouvel équipement. Le changement provenait de l'intérieur, de la sphère elle-même. Le même phénomène se reproduisit 5 jours plus tard. Cette fois, l'impulsion a ralenti à 11,8 secondes, puis est revenue à la normale. Une semaine plus tard, elle s'est accélérée jusqu'à 10,1 secondes pendant tout un après-midi. La sphère expérimentait, testait et apprenait. Les scientifiques ont compris qu'ils observaient un organisme tester son environnement. Elle mesurait les réactions, apprenait ce qui se passait lorsqu'elle changeait de fréquence, observait comment le monde extérieur réagissait, à l'instar d'un prisonnier testant les barreaux de sa cage. Les autorités internationales ont été informées. Des réunions se sont tenues à huis clos à Genève, Washington et au Caire. La décision a été prise rapidement et à l'unanimité. Toute fouille a été immédiatement stoppée. Tous les capteurs ont été retirés. La zone a été bouclée. Plus de scans, plus de tests, plus d'interactions avec ceux qui se trouvaient là-dessous, car la question ultime restait sans réponse.
Si la sphère était une source d'énergie, pourquoi pulsait-elle comme un cœur? Si c'était un stabilisateur planétaire, pourquoi s'adaptait-elle et apprenait-elle? Et si c'était tout autre chose, quelque chose que les Égyptiens avaient découvert et craint au point de l'enfouir sous des millions de tonnes de pierre? Pourquoi était-elle encore active après Trent 01? Pourquoi se réveillait-elle maintenant? Et que se passerait-il si elle décidait un jour de se libérer? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante.